Radio J, les rendez-vous de la Viso. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en studio avec Coralie Abraham-Palti. Bonjour. Bonjour, Lise Gottman. Coralie, vous faites partie de la section Viso à vivre, je le rappelle quand même. Et aujourd'hui, nous avons deux invités pour un livre que je montre, Mémoire d'exil, 50 Viséennes et leurs amis racontent, un livre tout à fait passionnant. Et pour cela, chère Coralie, nous avons deux invités, Dominique Leval et Josette Guigui, que je vous laisse présenter. Exactement. Depuis janvier dernier, on a exploré avec Maya Termination de l'équipe Viso à Vivre le sujet de la transmission sous plusieurs angles et je ne pouvais pas espérer mieux que de finir ce semestre en invitant deux Viséennes d'exception, Dominique Leval et Josette Guigui. Elles ont porté depuis plus d'un an un projet au cœur du sujet de la transmission. C'est ce livre, Mémoire d'exil, qui est un livre pas comme les autres puisque c'est le recueil de 50 récits d'exil d'Afrique du Nord. Vous êtes chacune viséenne depuis plus de 30 ans. Dominique Leval, vous êtes co-vice-présidente de Viso France, vous habitez à Lyon. Et Josette Guigui, vous êtes aujourd'hui présidente régionale Viso Sud, après avoir été longtemps présidente de Viso Marseille. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Alors pendant la pandémie, on peut dire que vous n'avez pas chômé, parce qu'après le succès du livre La cuisine en héritage, vous vous êtes lancée dans ce très beau projet. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Oui, avec Dominique Leval. Est-ce que, Dominique, vous pourriez nous décrire la genèse du projet, le travail collaboratif que celui-ci a nécessité? Comment est née l'idée? C'est une superbe histoire et c'est avec beaucoup d'émotion que Josette et moi, aujourd'hui, on vous en parle parce que c'est un bébé qu'on a porté pendant près d'un an. Ça a commencé tout à fait par hasard. Justement, pendant la pandémie, j'ai assisté à un atelier d'écriture qui était organisé par Flavie Matou, co-responsable de la Viso Saint-Cloud. Et Henri Spideski, qui animait cet atelier, a posé la question: décrivez un événement dramatique. Nous étions un peu moins d'une dizaine de personnes à assister à cet atelier et 2 personnes ont raconté leur sortie d'Algérie. J'avoue que moi qui suis ashkénaze, je n'avais pas intégré le côté traumatisant et dramatique de cette sortie. Parce que très souvent, j'entendais mes amis séfarades parler de la nostalgie, des couleurs, de la cuisine, mais assez rarement quand même d'événements dramatiques. Et là, c'était 2 événements qui m'ont, 2 textes qui m'ont vraiment ému. Et je me suis dit qu'il fallait le raconter. Alors en plus, ces 2 Viséennes ont dit qu'elles assistaient à cet atelier pour témoigner auprès de leurs petits-enfants. Elles avaient l'âge où elles avaient des petits-enfants, elles avaient encore une mémoire vive de ce qui s'était passé, elles étaient soit enfants, soit adolescentes quand elles avaient quitté le pays. Et c'était vraiment le moment de le raconter. Et là, ça a germé. J'en ai parlé à Diana Paola, notre présidente, qui a trouvé l'idée très intéressante parce qu'elle correspondait aux valeurs de la Viso, la transmission, l'intergénérationnel, la mémoire. Et j'ai lancé un peu une bouteille à la mer en lançant un WhatsApp et en disant: écoutez, si vous voulez raconter votre histoire, la sortie des pays arabes entre les années 48, je sais plus ce qu'on avait mis, 48 et les années 60, envoyez-nous vos récits. Et là, on est en février 2021 à ce moment-là. Et on est en février 2021. Et là, une formidable aventure humaine commence parce qu'on reçoit très vite les premiers récits. Et les premiers récits sont vraiment dans la chair, sont vraiment dans l'émotion, et on se dit qu'on tient là quelque chose d'extraordinaire. Et 2 jours après ma bouteille à la mer, Josette réagit parce que elle, c'était l'affaire de sa vie. Alors justement, Josette Guigui, qu'est-ce qu'on apprend sur ces départs contraints et précipités? Quelles émotions sont exprimées? Alors bien sûr, il y a des récits qui sont différents, mais ils se rejoignent souvent. Voilà, les récits sont effectivement différents, mais on retrouve dans chaque récit la même trame, c'est-à-dire, bien sûr, une vie heureuse et puis un événement
plus ou moins violent qui va entraîner le départ. Alors, la violence, bien sûr, apparaît surtout dans les textes qui se rapportent à l'Algérie, puisque, effectivement, il y a eu quand même ce qu'on a pudiquement appelé les événements, mais qu'il faut bien appeler une guerre. Oui. Et par ailleurs, les personnes qui vivaient en Algérie, et les Juifs, puisqu'il s'agit des Juifs ici, étaient aussi des Français et ils étaient quand même dans un territoire français. Ensuite, on a eu des événements un peu moins graves en Tunisie et au Maroc, mais qui ont été peut-être des événements qui ont blessé les individus personnellement. Par exemple, des gestes, des attitudes des populations autochtones vis-à-vis des Juifs qui ont été amenés à quitter le pays. Et aussi, bien sûr, comme en Égypte, la politique anti-juive du gouvernement qui a entraîné, bien sûr, le départ vers d'autres horizons. Il y a eu, Oui. effectivement, il y a eu des violences qui sont très bien décrites, des décès, puisque parfois, Et l'assassinat, oui. et il y a des parents qui sont décédés, des parents proches et moins proches, des menaces, des fusillades, des attentats. Est-ce que ces souvenirs douloureux ont mis du temps à être verbalisés par les témoins? Et il me semble que dans certains cas, c'était la première fois que certains se confiaient. Oui, en effet, très peu de personnes ont raconté. Si je prends des cas que je connais personnellement, je sais que j'ai découvert certaines choses. Par exemple, mon mari a témoigné dans le livre. Je ne connaissais pas exactement les détails. Il en a parlé un petit peu avec ses petits-enfants, mais jamais avec les enfants qui ont découvert avec ce livre. Moi-même, je n'ai rien raconté. Mon petit-fils m'a dit avec beaucoup d'émotion, ta vie aurait été donc différente s'il ne s'était pas passé cela. Et beaucoup de nos amis qui ont témoigné l'ont fait justement parce qu'ils n'arrivaient pas à raconter. Il est parfois très difficile de verbaliser ce qu'on a ressenti, alors qu'en l'écrivant, on arrive beaucoup mieux. Et puis en plus, cela prend une valeur de témoignage beaucoup plus importante. Alors, moi j'ai une question pour Dominique Leval. Et je voulais juste faire une parenthèse parce que je viens de participer comme intervenante au Forum Génération de la Shoah. Alors évidemment, quitter les pays du Maghreb, c'était pas la Shoah, mais c'était hyper traumatique. Et juste la passerelle que je veux faire, c'est que au mémorial de la Shoah, il travaille à la fois, on demande sur les ateliers d'écriture pour que les personnes qui n'arrivent pas à parler écrivent. Et dès qu'il y a traumatisme, écrire, c'est si important. Et puis également sur ce que je vais demander à Dominique Leval, c'est-à-dire les objets de la Shoah. Quand il reste qu'un seul objet et comme une pierre précieuse, qu'on transmette génération en génération. Alors, Dominique Leval, on devine que le travail d'écriture a été très thérapeutique et les chocs psychologiques, en fait, sont palpables dans les récits, comme lors des récits de certains qui étaient enfants à l'époque et qui donc se sont accrochés à un objet ou à des photos qu'ils ont pu prendre lors du départ et qu'ils ont ensuite gardé toute leur vie. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter quelques-uns de ces récits, Dominique ? Quand vous posez votre question, Lise, je pense tout de suite à un texte. C'est le premier texte qu'on a reçu. C'est pour montrer l'urgence qu'il y avait à témoigner, avec la première photo qui était un nounours d'enfant. Ah ben voilà. Et le texte s'appelle « Mon ours », un doudou. Et c'est une histoire, en le relisant, je l'ai encore relu récemment, les larmes viennent aux yeux. Enfin, c'est vraiment extrêmement émouvant. Pour raconter rapidement, juste avant de partir d'Algérie, Anna, elle s'appelle Anna, a pris son nounours. Et ensuite, elle l'a un peu perdu parce que sa sœur se l'a approprié. Elle l'a pas vu pendant un certain temps. Et au bout, ça devait être au bout de 50 ans, elle a récupéré ce fameux nounours. Et là, ça a été la déflagration. Elle s'est effondrée en pleurs. Et ce qu'elle dit, c'est que je rentre chez moi avec mon ours et je pleure toute l'après-midi en le regardant trôner sur mon canapé blanc. Terrible. Voilà, la boucle est bouclée, 50 ans ont passé. Et ça, c'est terrible parce que, en plus, ce qui se passe, c'est que nous, on connaît souvent les Viséennes qui ont écrit.
Et donc, quand on lit leurs textes, on les entend parler, on entend leurs émotions et on connaît leur façon de réagir. Et là, ce nounours, ça nous arrache le cœur. Évidemment, bien sûr. Et effectivement, et puis c'est des détails en fait. Moi qui ai lu la plupart des récits, c'est des détails en fait qui nous permettent de vraiment se plonger dans ces petites histoires qui ont créé la grande histoire. Et vraiment, c'est très très bien fait et surtout très authentique, puisqu'il ne s'agit pas de romans ou d'auteurs qui essayent de faire des belles phrases. Là, on est vraiment sur... on est sur du cru, sur du réel. Cru, exactement. Alors, Josette Guigui, on voulait s'attarder maintenant sur l'arrivée. Après un voyage souvent chaotique et fatigant, les familles nombreuses doivent se séparer d'ailleurs pour faciliter et sécuriser le voyage. Ils arrivent par petits groupes, se réfugient dans des logements déjà occupés par des proches ou arrivent à s'en procurer un. Il me semble que c'est votre famille qui a réussi à s'en procurer un grâce à la vente d'un manteau de fourrure. Quelles conditions de vie les attendent et quelle discrimination? Alors, tout d'abord, si on devait résumer l'atmosphère à l'arrivée, c'est l'absence totale d'empathie. Nous étions les envahisseurs, les colons, les barbares. Moi, à l'école, on m'a simplement dit tu arrives de Tunisie, mais tu vivais dans des cases avec des lions. Et donc, à quel point, bon, c'était en 55, bien sûr, on n'avait pas encore connu tout cela, mais enfin, c'était quand même un choc. Bon, déjà, donc, l'absence d'empathie. Ensuite, bien sûr, la méfiance. La méfiance pour trouver des logements. Par exemple, bon, les gens d'Algérie étaient français, d'accord, mais on les considérait comme des colons. Tunisie et Maroc, souvent, ils n'avaient pas la nationalité française. Et à ce moment-là, bien sûr, c'était les étrangers. Un hôtel n'acceptait pas des étrangers. Il n'acceptait pas s'il y avait des enfants. Donc, il fallait, dans l'urgence, trouver des appartements, évidemment avec des pas de porte qu'il fallait payer. Souvent, il y avait eu des surprises pour les faire passer des fonds, puisque bon, on était obligé, évidemment, de faire, comme vous l'avez dit dans mon récit, c'est parce que maman, en plein mois d'août, a pu voyager avec un manteau d'Astrakhan neuf, puisque mon père était fourreur en Tunisie, que nous avons pu, effectivement, payer un pas de porte pour avoir un appartement dans lequel nous sommes restés, d'ailleurs, et ils sont restés jusqu'à la fin de leur jour. C'était notre nid. Voilà. Ensuite, écoutez, l'école, bien sûr. L'école a été très dure au départ. Comme je l'ai dit, on avait l'impression qu'arrivant... Vous étiez où? Vous étiez où, Josette? Moi, j'étais à Tunis. Non, mais quand vous êtes arrivée en France, où alliez-vous à l'école? En 6e au lycée Longchamp à Marseille. C'était un des plus grands lycées de Marseille, puisqu'on avait dit à mon père, qui était lui-même marseillais, puisque ce qu'on verra dans mon histoire, mais que effectivement il fallait m'inscrire au lycée Longchamp, lycée classique, on fait du latin depuis la 6e, etc. Et donc dans ces établissements scolaires, que ce soit dans le primaire ou dans le secondaire, on considérait bien sûr qu'arrivant de là-bas, nous n'avions certainement pas le niveau. Et dans plusieurs récits, beaucoup de nos amis ont raconté qu'on a voulu les rétrograder dans des classes inférieures, ou qu'on a considéré, bon, pour certaines, il y avait peut-être problème d'accent, mais enfin, en tout cas, au départ, nous étions des, entre guillemets, nuls. Heureusement, dès la fin de la première année, nous avons tous démontré, quel que soit notre âge, quelle que soit notre classe, notre volonté de réussir et montrer aussi que le niveau dans les écoles de ces pays-là, qui étaient des écoles françaises bien sûr, était aussi bon, sinon plus, que celui que nous avons trouvé en France. Et là-dessus, on peut saluer la posture exemplaire des parents de l'époque, lesquels sont restés dignes malgré l'exil, le déclassement social et la nécessité de redémarrer à zéro dans des conditions très difficiles. Quel rôle ont-ils joué et quel message ont-ils transmis à travers ce qu'on peut voir à travers tous ces récits? Eh bien, le message, c'était ne jamais regarder derrière nous, regarder de l'avant, s'intégrer totalement, parce que c'est quand même une intégration, même si nous vivions... Épouser la nouvelle société qui s'offre à nous. Tout à fait. Et s'accrocher à l'espoir que ça peut représenter. Tout à fait. Être les meilleurs. Enfin, c'était un petit peu ce que déjà Aldo Naori rapportait dans son livre lorsqu'il raconte l'attitude de sa mère, ce que l'on retrouvait dans La promesse de l'aube de Romain Gary. Enfin, c'est-à-dire
le livre de ma mère d'Albert Cohen. C'est toujours la volonté, lorsqu'on arrive dans un pays qui n'est pas notre pays natal, mais de ne plus vivre dans le regret, de ne plus vivre dans la critique ou dans « ah, c'était mieux avant », mais dire maintenant, je vais m'intégrer, je vais réussir. Et je crois qu'on peut rendre hommage à tous les parents, quels qu'ils soient, de quelque région que ce soit, dans tous les textes, l'hommage est rendu indirectement ou directement aux parents. Alors c'est très beau ce que vous dites. J'ai une question pour Dominique. Est-ce que le travail d'écriture a rapproché les contributeurs entre eux, parce que le livre est une succession de récits individuels poignants, à la fois succincts, détaillés, qui permettent de se projeter dans l'exil que chacun a vécu. Alors, comment ce cumul d'histoires individuelles a-t-il, selon vous, contribué à la grande histoire des Juifs séfarades? Dites-nous. Et tout d'abord, comment ça a été collectif, en fait? Comment ça a créé une communauté parmi les contributeurs? Alors d'abord, on a commencé par un petit trio, Josette, Béatrice Cohen, co-vice-présidente, et moi-même, pour collecter tous les textes, les relire, discuter. Ça a été un travail énorme parce que très souvent on rappelait l'auteur parce que il y avait des phrases incompréhensibles, c'était trop personnel. On essayait d'avoir des textes qui soient intéressants, pas uniquement un souvenir de famille avec beaucoup de noms, etc. Mais on n'a rien changé sans en parler, sans discuter. Et là, ces appels, qui duraient souvent très longtemps, on connaissait toute l'histoire de la famille à la fin de l'appel. Là, ça a vraiment rapproché les auteurs, l'équipe. On a eu également une équipe plus élargie de relecture. Et je peux faire le parallèle avec une exposition que je trouvais exceptionnelle, les Juifs d'Orient à l'Institut du monde arabe. Oui. La période que l'on traite dans le livre, ils l'ont traitée de la même manière que nous. Ils ont pris des petits films amateurs. Ils ne sont pas rentrés dans des considérations politiques, ils ont pris des petits films amateurs. Ils sont rentrés par la petite histoire pour raconter la grande histoire. Par l'émotion pour raconter comment les gens ont vécu ce moment-là. Et nous, on a fait la même chose. Alors, une fois que le livre a commencé à prendre forme, on a créé un groupe WhatsApp avec tous les auteurs du livre. Alors là, ça a été complètement fou parce que les gens se sont retrouvés, ils habitaient ensemble, il y a eu des connexions. C'est génial. C'était incroyable. On était assez frustrés parce que c'était un peu encore le confinement. Enfin pour le moment, on n'a pas réussi à faire une rencontre physique. C'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas encore eu de rencontre physique. On vous le souhaite. C'est un beau projet là pour avant fin 2022. On vous souhaite de le réaliser. Voilà. Tout à fait. Il y a une vraie rencontre à faire pour célébrer ce travail qui est, comme vous le dites, une aventure humaine. Je reviens sur une dernière chose, c'est que les familles, en fait, se sont entraidées, se sont soudées à l'époque, au moment de l'arrivée. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui a fait tenir, en fait, les personnes ? Josette, tu veux répondre? Oui. Je crois qu'effectivement, les familles sont restées soudées parce qu'il fallait se soutenir. Mais ça n'a pas empêché quand même de s'ouvrir aussi à l'autre. Oui. On n'a pas vécu en ghetto, même si la géographie de certaines villes a entraîné parfois des ghettos avec certains quartiers. Mais on s'est toujours ouvert. Mais les liens familiaux sont toujours restés. Et puis, il y avait les rencontres pour les fêtes, les rencontres pour certaines commémorations. Il y avait aussi la communauté juive, je me souviens, en 67, moi j'étais toute petite, mais mes parents m'ont raconté l'accueil et ça a beaucoup aidé. Conclusion, Corinne Abraham-Palti. Coralie, pardon. Alors c'est un travail remarquable et authentique, une démarche collective qui est aussi émouvante dans la démarche que dans le contenu. Je vous laisse la parole pour les remerciements parce qu'on veut remercier vraiment tous les contributeurs et vous êtes les mieux à même de le faire. Oui, vraiment. Un grand merci pour tous ces témoignages. Vous transmettez alors, toutes les deux, Dominique et Josette? Oui. Voilà. Alors,
Est-ce qu'on les cite? Alors, Est-ce qu'on cite les personnalités? On peut On pas. voudrait au moins citer les deux personnes qui ont préfacé le livre, c'est-à-dire exactement. Aldo Naori, bien sûr, Oui. qui a lui-même connu cet exil et qui nous a fait une introduction, une préface remarquable, puisqu'il rappelle bien sûr ce qu'ont été ces personnes qui ont vécu l'exil, qui n'ont pas été des gens qui sont venus chercher simplement une aide, mais pas du tout une aide d'ailleurs, mais qui ont contribué à la fois à l'intégration et surtout aussi au développement du pays dans lequel ils ont été accueillis. On le remercie. On remercie aussi l'agence Presse qui a offert la mise en page, l'imprimeur qui a offert les 500 premiers livres, l'avocate qui a suivi le projet et vous a accompagné pour les contrats et la partie juridique, et bien évidemment toutes les personnes qui ont écrit leurs récits. C'est un super beau livre à emmener vraiment. en vacances et à transmettre aux enfants et aux petits-enfants. À toutes les générations qui suivent. Alors, le livre Mémoire d'exil, on le retrouve sur le site viso.fr. En haut à droite, vous avez un onglet boutique et là, vous avez accès à l'ensemble des livres qui ont été faits par la Viso. Merci beaucoup, Coralie. Merci. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Au revoir à toutes les deux. Merci. Au revoir, merci. Merci.